si les mots, alors bien sûr, moi, vous savez, je suis journaliste, c'est-à-dire un homme en désordre. Si les mots annoter, plier, cocher, salir, perdre, oublier, prêter, sans retour évidemment, puisqu'il s'agit de livres, vont un jour disparaître de notre langage, de nos dictionnaires, et lesquels dictionnaires d'ailleurs deviendront des objets abstraits numériques. Là je fais de la fiction, mais après tout, pourquoi pas. Lesquels dictionnaires deviendront des objets abstraits qu'on ne touchera plus, on mettra juste un peu de buée, on s'approchera un peu trop de l'écran des tablettes, et on ne saura plus tourner un livre, sauf en écoutant de temps en temps le bruit des pages, en passant le doigt sur l'écran, puisqu'on reproduit le bruit des pages qui se tournent. Donc, est-ce que tout ça est de la fiction? Est-ce que tout ça est à modérer? C'est ce qu'on va d'abord essayer de savoir, en tout cas avec nos trois invités. Alors, je les présente, et eux-mêmes développeront un petit peu cette présentation, parce que moi, c'est la première fois que je les rencontre. Immédiatement à ma droite, Jérôme Triot. Donc, vous êtes directeur de la lecture publique en Saône-et-Loire. Oui. Voilà. Et après ce oui, je vais présenter les autres. Et vous direz, je vous demanderai à chacun, en quelques mots, de dire en quoi consiste votre activité, tout bêtement. Parce que moi, si on me demandait ce que fait un directeur de la lecture publique en Saône-et-Loire, eh bien, je serais bien incapable de répondre. Mais je suis sûr que c'est un boulot de fou et un boulot passionnant. À côté de Jérôme, Nicolas Francanet, qui est éditeur. Alors lui, il est venu sans cotte de maille, sans armure. Donc je voudrais qu'on salue son courage, parce que généralement, quand il participe à des débats sur l'avenir du livre et l'avenir du livre papier, on peut dire les mots comme ils sont, il s'en prend quand même plein la figure. Donc, Nicolas Francanet, fort sympathique, on a fait le voyage ensemble, qui est directeur de la maison d'édition numérique Storylab à Paris. Hein. Et alors, il y a un mot incroyable que moi, je n'ai jamais encore prononcé, ou pas souvent, parce que je suis quand même très papier. On dit de Nicolas que c'est un pure player. Voilà, avec mon anglais qui ressemble à une vache bressane, vous avez tout de suite compris. En tout cas, voilà, Nicolas nous dira aussi en quoi consiste son travail, ces nouvelles maisons d'édition qui sont là. Et voilà. Et puis, Richard Jaillet, qui est du coin, depuis 13 ans. On a pris un verre ensemble tout à l'heure, donc on est déjà devenus amis, vu la qualité du vin. Je plaisante. Hein. Richard Jaillet, bouquiniste à Cuisery pour la librairie Le Livre à Venir. Et ça fait 13 ans que vous êtes là. Et vous m'avez dit tout à l'heure, dans le livre ancien. J'ai tout de suite cru qu'à Cuisery, on remontait au XIVe siècle dans les livres. Il m'a dit non, rassurez-vous, c'est le livre classique, voilà. Donc, on devait avoir notamment une libraire d'Avalon, de neuf, alors, comme on dit, mais qui malheureusement s'est tordu la cheville. En fait, il semblerait que ça soit les troupes de Nicolas qui l'ont empêché de venir. Non, je plaisante aussi, évidemment. J'ai un humour catastrophique, je sais. En tout cas, voilà. Alors, juste avant que vous précisiez chacun un peu plus, donc entrer dans le détail de ce que vous faites, j'ai quand même envie de vous poser une question générique. Est-ce que, à chacun de vos niveaux de profession, vous êtes sans doute conscient d'être une charnière, de toute façon. Le temps change. Hein, il y a eu Gutenberg, il y a eu l'oral, après il y a eu Gutenberg, puis maintenant il y a aujourd'hui. Est-ce que vous êtes chacun, d'une certaine manière, inquiet de la suite, et pour des raisons, j'imagine, différentes? Ou est-ce que vous êtes, au fond, optimiste en disant que tout ça trouvera sa modération, justement? Alors, en tant que bibliothécaire, si vous voulez, moi, je suis assez partagé, mais je reste optimiste. Finalement, le titre de la table ronde, c'est « L'avenir du livre », grosso modo. L'avenir du livre, certes, un support papier, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que l'écrit, le contenu, devient indépendant de son support et finalement peut s'hybrider. Et dans l'hybridation, il y a un certain nombre de choses très intéressantes à aller chercher en termes de créativité, d'originalité. Donc, pour répondre simplement à votre question, moi, je reste optimiste de ce point de vue-là. Je suis optimiste. Alors, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu, que faites-vous de vos journées? Ça, c'est une question directe.
Alors, directeur de la lecture publique, ça veut dire directeur d'une bibliothèque départementale, qui est une bibliothèque d'un type particulier, puisqu'elle n'est pas ouverte au public. Elle est là pour appuyer les petites bibliothèques, les bibliothèques des petites communes de moins de 10 000 habitants en Saône-et-Loire. Et donc, on met à disposition un certain nombre de stocks de livres que les bibliothécaires des campagnes et des zones périurbaines viennent chercher chez nous. On les aide à formaliser leurs projets de construction, de restructuration de bibliothèques, entre autres. Et puis, on a une grosse activité de formation et d'ingénierie territoriale. Voilà. Donc, on n'est absolument pas ouvert au public. On est là en soutien des bibliothécaires bénévoles. 80% en Saône-et-Loire sont bénévoles, et des bibliothécaires salariés qui agissent sur le territoire. Nicolas, pareil. D'abord, inquiétude, pas inquiétude. Ou est-ce que vous êtes, en fait, vous, le fer de lance justement de cette nouvelle génération ou de ce nouveau monde? Ensuite, redites-nous ce que vous faites précisément. Moi, je suis plutôt très optimiste parce que je pense que l'ouverture au numérique, elle permet d'ouvrir un champ de création beaucoup plus large pour les auteurs. Donc, je pense que c'est plutôt une très belle opportunité en termes de création d'œuvres littéraires. Ensuite, effectivement, il y a des inquiétudes vis-à-vis des libraires, vis-à-vis des éditeurs, mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises aujourd'hui par tout un tas d'acteurs de la chaîne qui en ont pris conscience, qui ont aussi appris des autres secteurs culturels comme la musique ou comme le cinéma, et qui aujourd'hui prennent plutôt les bonnes initiatives pour éviter que tout cela soit une menace et plutôt en fasse une opportunité. Donc je suis plutôt très, très optimiste pour peu que les bons choix seront faits. Alors vous êtes né comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous a fait venir à ce type d'activité qui consiste à transformer un livre à le dématérialiser au fond? Alors nous on ne dématérialise pas. En fait Storylab, on est une maison d'édition 100% numérique. C'est-à-dire qu'on publie des livres uniquement en format numérique, et c'est des livres qui a priori n'ont pas vocation à avoir une vie au format papier. Donc on dématérialise pas puisqu'il n'y a pas de matériel à l'origine. Un peu aussi quand même. Il y a, disons que la plupart des auteurs aujourd'hui écrivent sur leur ordinateur, donc on passe d'un fichier ordinateur vers un format. Donc on travaille uniquement sur du numérique. Donc voilà, notre métier, c'est ça, c'est de faire le même travail d'édition qu'une maison d'édition traditionnelle, mais simplement proposer à des auteurs d'écrire pour des formats numériques. Et donc notre petite particularité, enfin qui est essentielle, hein, c'est que quand on a créé la société, on s'est dit, voilà, il y a tout un débat sur la numérisation du livre et ce qu'on appelle le livre homothétique, donc un livre papier numérisé. Voilà, pour être distribué au format numérique. Et on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une place pour la créativité proprement numérique? Et est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux formats à inventer pour ces nouveaux supports que sont les tablettes, les téléphones mobiles, qui peuvent être des supports de lecture? Et est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux usages qui découlent de ces nouveaux supports? Et donc de cette réflexion est née finalement notre ligne éditoriale, qui a pour vocation de publier plutôt des textes courts, des novellas, ce qu'on appelle des short fiction, ou alors des feuilletons littéraires par épisode. Donc là, finalement, on reprend les recettes du début 19e, des textes par épisode, à télécharger, épisode après épisode, des grandes sagas de ce type. Et puis on travaille également sur tout ce qui est livre enrichi, donc des livres d'un nouveau genre qui vont être enrichis avec du son, de la vidéo, de l'interactivité, des jeux parfois quand ça s'y prête. Enfin voilà, vraiment des contenus de pure création que vous pourrez, qui n'auraient pas ou peu d'intérêt en papier. Depuis combien de temps vous existez? Je parle de la maison, évidemment. Alors, on a créé la société début 2010 et on a lancé réellement courant 2011. Richard, alors vous êtes dans le papier. Jusqu'au cou, oui. Jusqu'au cou. Encore tout à l'heure, vous m'avez dit que vous faisiez de la manutention. Oui, donc il ne s'agit pas de transporter une tablette ou un Kindle ou un Kobo. Certes, non. Donc vous êtes aussi donc, dans la gym. Quand vous êtes aux côtés donc, de Nicolas, quelle réaction vous avez? Est-ce que vous êtes donc inquiet, comme je le demandais tout à l'heure? Est-ce que vous trouvez qu'il y a moyen de trouver des protocoles d'accord? Voilà, ou est-ce que vous dites j'en ai plus pour longtemps?
Non, la première qualité du libraire, c'est d'être curieux. Donc, j'ai encore beaucoup à apprendre sur ce que c'est que l'édition numérique, parce que faut pas confondre, je crois, avec des maisons gigantesques qui proposent, qui sont des maisons de communication, qui ne font plus un travail d'édition. Hein. Aujourd'hui, on est réunis autour d'éditeurs indépendants qui essayent de faire un travail de qualité. Donc, je crois que ça peut tout à fait être le cas. Et de toute façon, l'histoire de l'homme a prouvé qu'on ne désinventait pas. Hein, quand les choses sont là, quand Gutenberg a lancé sa presse, eh bien, les copistes, les moines et autres ont dû se faire une raison. Et bon, je pense que l'avenir nous réserve plus d'une surprise. Et pour ce qui concerne, par exemple, le métier de libraire d'anciens, de livre épuisé, qui occupe une très grande place, une place majoritaire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 300 000 livres disponibles en France, neufs. Le nombre de livres épuisés, ça doit se compter en millions. Hein. Donc, c'est un monde qui, jusqu'à il y a 15 ans, était très opaque. Vous cherchiez un livre épuisé sur l'histoire de votre commune ou sur l'histoire d'un écrivain ou d'un auteur oublié, et il y en a beaucoup. C'était difficile parce qu'on n'avait pas un outil qui nous permettait de rayonner de manière vaste. Or, aujourd'hui, on a des outils qui servent les bouquinistes, et les libraires de livres anciens se sont adaptés pour la plupart en utilisant des plateformes créées parfois par des confrères et qui offrent toute la disponibilité du marché. Donc, non, moi je suis... ça peut paraître paradoxal, mais je suis assez... confiant. Je pense que le livre va au contraire gagner, va devenir un objet, peut-être un fétiche même, qui aura de plus en plus de valeur, parce qu'on aura quand même besoin encore de livres, de supports qui soient tangibles, disons. Vous parlez des grandes surfaces, c'est un peu ça, d'une certaine manière. Oui, les grandes surfaces existent depuis de nombreuses années déjà. Hein. Non, mais oui, d'Amazon, par exemple, je pense à ça, je compare avec ça. Ouais. Et lorsque, la question vaut pour chacun, et lorsque, il y a 2 ans maintenant, au Salon du Livre, on a appris qu'Amazon avait un stand, ça a quand même jeté un froid et ça a provoqué quand même quelques réactions assez vives. Quelles ont été vos réactions à tous les trois en fonction de vos territoires respectifs? Il y a quelqu'un, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est Chiffrine dans un livre paru au début des années 2000, qui disait c'est des grands groupes de communication qui font l'édition aux États-Unis, et il parlait des États-Unis. Il disait le problème, c'est que c'est des maisons d'édition sans éditeur, avec des livres presque sans auteur aussi, et qui sont vendus dans des lieux qui s'appellent des librairies où il n'y a pas de libraire, où il n'y a plus de libraire. Alors bon, ces lieux-là peut-être vous rappellent quelque chose dans ce pays. Alors après, voilà, c'est une question de savoir-faire. Hein. On parle beaucoup actuellement de la destruction de l'emploi, hein, et des métiers, parce que c'est de métiers de savoir-faire dont il s'agit. Voilà, vous êtes dans un village du livre où il y a des vieux métiers, un relieur, imprimeur, en plus sur une presse ancienne, et des bouquinistes. Bon, c'est bien de ça dont il s'agit. Il faut du savoir-faire. Des supermarchés culturels, ça peut-être être bien, ça peut-être été bien à une certaine époque, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le service, la qualité, n'est pas toujours en rendez-vous, donc c'est le danger. Justement, pour continuer de vous présenter, est-ce que vous êtes privilégié finalement dans un village comme celui-ci? Parce qu'on pourrait s'imaginer que finalement vous allez dépendre d'une curiosité du public, que de toute façon vous aurez toujours un fond de roulement. Mais vous êtes moins inquiet qu'un libraire normal?
Puisque oui et non, Cuiserie doit être fréquentée par plein de gens, plein de lecteurs, plein de curieux, plein d'amoureux. Oui et des non, livres, c'est peut-être notre fragilité qui nous a amené à nous rassembler. Et ces villages du livre qui se sont créés justement dans des années où se développait, il y avait les balbutiements de la toile et d'Internet. C'est pas un hasard, il y a 8 villages du livre en France et ils se sont créés dans les années 90-2000, à un moment où c'était le plein essor d'Internet et où notre profession était profondément bouleversée. Nous, on a pris le train en marche, on a pris le train d'Internet en marche, mais pour nos confrères, consoeurs qui ont commencé il y a 40 ans, ça a été quelque chose de bouleversant. Oui, de violent, oui. Jérôme, vous êtes en phase directe, en lien direct avec le numérique, l'évolution des choses, cette révolution tranquille qui fait son chemin? Oui, on se pose beaucoup de questions parce que c'est pas très facile pour les bibliothèques de se positionner par rapport au numérique parce qu'elles ont été elles ont été toujours aux côtés des libraires indépendants, de l'édition indépendante, entre autres, et aussi parce que l'offre qui est à destination, l'offre numérique, si vous voulez, qu'elle soit pure player ou pas, elle représente à peine 10% de la production papier. Donc le premier problème pour nous, c'est que par rapport à la masse de documents qu'on peut acheter sur un support papier, eh bien, on a simplement à peu près 10% en format numérique. Donc déjà, c'est une restriction forte. Et puis deuxièmement, le problème qu'on rencontre, c'est nous sommes habitués à travailler titre par titre et les offres des diffuseurs qui sont en train d'évoluer de titres numériques sont formatés différemment. Donc il y a un coût important. En Saône-et-Loire, on va faire une offre à nos bibliothèques sur le département en 2014, mais ça demande un temps de réflexion important et d'expérimenter, comme dans tous les autres départements qui se sont lancés, parce que, en fait, le coût étant tellement important, la consultation des documents des documents numériques n'est pas si élevée que ça, finalement. Il n'y a pas forcément un public déjà constitué derrière tout ça. Ça nous amène à être très prudents de ce point de vue-là, pour des questions financières donc, et de constitution de public et de masse de documents à disposition. Prudence qui va durer combien de temps? Prudence qui va s'achever en 2014 puisqu'on va se lancer, donc c'est l'année prochaine, et on en tirera, j'espère, rapidement des conclusions pour déployer un peu plus ou restreindre ou cibler un peu plus l'offre. Nicolas, vous pensez que vous avez, une action qui va aider, parce qu'à l'arrivée, il y a toujours un livre, le livre arrive toujours chez quelqu'un quand on le demande, etc. Donc vous pensez au fond, vous êtes très mauvais en anglais comme vous l'avez remarqué, mais une sorte de go-between pour faire avancer les choses en créant votre société, que vous êtes justement le lien entre les deux choses, un petit peu les deux pôles très opposés que je m'amuse à évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire entre d'un côté la disparition et de l'autre côté l'avenir. Et j'ai l'impression que vous êtes la passerelle. Disons qu'aujourd'hui, comme monsieur le décrivait, il y a un gros problème d'offre. Il n'y a que 10% des ouvrages papier qui sont disponibles en numérique. Donc il y a un problème de ce point de vue-là. Et puis surtout, il y a un problème de valeur ajoutée. À quel point le lecteur accorde une valeur ajoutée à un livre numérique par rapport à un livre papier. On peut se dire, oui, c'est un peu moins cher. Oui, c'est pratique parce que je peux emporter des milliers de livres avec moi dans ma bibliothèque. Il y a plein d'avantages, mais est-ce que pour ça je suis prêt à abandonner ou en tout cas à adopter en partie ce type de lecture? Alors évidemment, le public va faire son choix, les lecteurs vont faire leur choix, mais en tout cas il y a un problème d'offre et je pense que cette question de valeur ajoutée, les pure players et les éditeurs traditionnels qui commencent aussi à développer des offres spécialement pour numérique doivent faire ce travail de créativité pour apporter des contenus qui sont différents et qui apportent vraiment quelque chose de supplémentaire par rapport aux technologies qui sont proposées. Je vous donne un exemple parce que nous, on est à la fois éditeurs pour nos propres titres, mais on travaille aussi pour des grandes maisons d'édition pour les aider à fabriquer des livres. Tout à fait. Et évidemment, quand on travaille avec les éditions XO, par exemple, sur des livres de Max Gallo,
et qu'on travaille avec les fonds Pathé-Gaumont sur leurs archives pour enrichir d'images d'archives les livres de Max Gallo, on apporte quelque chose, on apporte une vraie valeur supplémentaire au récit, on apporte quelque chose de documentaire en plus. Il y a une valeur émotionnelle supplémentaire quand on voit des images de cette guerre, quand on voit des images de l'Exode, etc. Le talent de l'auteur a beau être très important, voilà, les images apportent quelque chose en plus. Donc voilà, je pense que plus ces offres multimédia vont se développer, plus voilà, ça sera une chance pour ce secteur d'avancer. Je veux vraiment vous poser une question. J'avais lu quelque part qu'on ne lisait pas un livre numérique, du moins sur écran, comme on lisait un livre sur papier, que le cerveau ne fonctionnait pas de la même façon, sans doute parce qu'il n'est pas encore très entraîné, et qu'on ne retenait pas les mots clés, les mots importants de l'histoire, qu'en fait on ne lisait pas la même chose, qu'on perdait des bouts, des bribes. Est-ce que c'est de la fiction, ce que je raconte là? Est-ce que c'est du fantasme? Ou est-ce qu'il y a une part de vérité, vous qui êtes dans ce monde-là? En fait, déjà, il y a plusieurs manières de lire un livre numérique. Je pense qu'effectivement, quand on lit sur un écran comme celui-ci, un écran qu'on appelle rétro-éclairé, ou alors qu'on lise sur un Kindle, par exemple, ou un Kobo, donc sur des liseuses en encre électronique, donc on a la même expérience que sur du papier visuellement. Voilà, l'expérience va être différente. Si on doit parler de ces écrans qui probablement modifient la lecture, il y a assez peu d'études aujourd'hui qui permettent de le dire. Il y a une étude allemande intéressante qui dit qu'on lit plus vite sur ce type d'écran. Alors est-ce qu'on lit plus vite et aussi bien? Est-ce qu'on lit plus vite et moins bien? Voilà, c'est difficile à dire, mais en tout cas, il semblerait que l'œil lise plus vite sur ce type d'écran. Alors, je reste encore un tout petit peu avec vous, juste pour vous poser une question qui vous semblait perverse. C'est pas du tout le cas, c'est de la pure curiosité. Mais c'est vrai qu'elle est un peu violente. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire du mal aux libraires? Je pense pas, parce que nous on est éditeurs, et la manière d'adresser nos livres aux lecteurs, ça passe toujours par un libraire. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, le paysage de librairie, il est un petit peu bouleversé dans l'univers du numérique, parce que les grands distributeurs de livres numériques aujourd'hui, c'est des noms qui font un peu peur, mais c'est Amazon, c'est Google, c'est Apple, mais il y a aussi la Fnac, il y a aussi Chapitre, et puis tout ça est en train de s'organiser pour les libraires indépendants autour de regroupements, et j'en parlais au début, il y a tout un tas d'initiatives de regroupement qui sont très très positifs et qui vont permettre aux éditeurs indépendants de prendre la parole et de faire leur métier de recommandation, de prescription de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas des grandes plateformes qui font un travail de prescription mais qui est automatique. C'est des algorithmes, c'est des mathématiques, c'est des robots qui lisent pas les livres et qui vont pas mettre d'émotion dans leurs recommandations. Donc je pense que non, les libraires, ils sont fondamentaux. C'est très important qu'ils restent l'intermédiaire avec le lecteur pour cette recommandation. Et c'est là où il faut qu'ils adoptent cette nouvelle manière de parler au lecteur via les réseaux sociaux, leur site internet, etc. Enfin, en tout cas, il y a une évolution de la part des libraires qui va être obligatoire, mais qui paraît plutôt être une opportunité et un challenge. Est-ce que la France est un pays qui est encore un peu lent pour rentrer dans ce nouveau monde par rapport à d'autres pays Alors on est très 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 en retard en France, parce que tous les jours dans les médias on voit des papiers sur le livre numérique et sur la menace que ça peut représenter par rapport au marché. Et tous les jours c'est un peu il y a des sujets à la mode en ce moment, c'est le livre numérique et les tablettes. Donc on en parle beaucoup, mais il faut quand même faut avoir conscience qu'aujourd'hui, le livre numérique, ça représente 0,5% du chiffre d'affaires du secteur de l'édition. Donc aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas. Par contre, il faut avoir conscience aussi qu'aux États-Unis, c'est plus de 20% du marché, du chiffre d'affaires du marché de l'édition. Qu'en Angleterre, on est un petit peu au-dessus de 15%. Donc voilà, la France est quand même très très en retard. Après, la France, culturellement, c'est un pays qui a le réseau de libraires le plus dense en Europe.
Voilà, c'est certainement un des biens qui est le plus facile à se procurer aujourd'hui, un livre en papier en France. Aux États-Unis, ça fait bien longtemps que Amazon est le premier libraire, parce que même pour du livre papier. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui fait qu'en France, ça prend du temps à se développer. Parce qu'on est un pays de romantiques. On est un pays de romantiques, on a un pays qui est préservé aussi d'un point de vue légal. On a la loi Langue du prix unique, voilà, qui permet aux éditeurs de fixer eux-mêmes le prix, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc c'est le distributeur aux États-Unis qui est un peu le roi. Donc voilà, donc il y a un cadre français à la fois légal, culturel, qui de toute façon est plutôt propice à la préservation de la chaîne telle qu'elle existe aujourd'hui. Richard, parmi vos clients, vos habitués, j'imagine que vous connaissez très bien, est-ce que vous constatez que les personnes lisent aussi bien du livre papier, donc chez vous ou ailleurs, mais aussi sur Kobo, Kindle, etc. Est-ce que vous constatez une sorte d'équilibre petit à petit? Pas tellement parmi notre clientèle qui reste attachée aux livres sur papier, aux livres, même aux beaux livres, et aux livres choisis. Parce que si on peut constater quand même quelque chose dans ce mouvement de mondialisation, de globalisation de la chose éditoriale, ça ne va pas en faveur de la qualité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup on produit en quantité, on imprime des livres dans des grands pays émergents, et bon, pourquoi pas. Mais l'objet auquel on a été beaucoup attaché en France, peut-être plus qu'ailleurs, il y a un mois s'est tenu le salon du livre ancien par le syndicat de la librairie ancienne au Grand Palais à Paris, où il y avait 150 libraires venus du monde entier. C'est sans doute un des plus beaux rendez-vous consacrés aux livres dans le monde. Alors ça, c'est un premier constat que l'objet livre ne brille pas par, encore une fois, le travail de gens qui savent faire. Où sont passés nos grands imprimeurs, typographes, ces éditeurs. Alors il en existe en France. Aujourd'hui, on en a parmi nous des éditeurs qui font un travail très soigné, qui se soucient de typographie, de mise en page, et je crois que c'est de ce côté-là qu'il va falloir allécher et aiguiser la curiosité, le goût des lecteurs, parce que on est dans un monde, on a basculé dans un monde d'images, donc c'est très attractif. Et moi, je pense pas qu'on lise mieux aujourd'hui. Je pense qu'on lit très vite, on lit un petit peu en diagonale. Et vous parlez aussi des livres papier? Non, je pense que sur un livre papier, on prend le temps encore, quoi. Mais l'écran, la lecture sur l'écran, il me semble qu'elle est aujourd'hui... Disons qu'il y a beaucoup de lectures documentaires. Nous, on en a pas mal souffert, parce que ce dont on souffre plus, c'est pas du tout l'édition numérique telle que la porte Storylab, c'est plutôt les grandes entreprises de numérisation industrielle, comme ça, cette vague, ce raz-de-marée porté par Google, soutenu un temps par les grandes bibliothèques nationales, et puis qui se sont rendus compte que peut-être ça posait problème. Bon, on vient de voir le fonds ancien de la bibliothèque de la Pardieu qui confie la numérisation de son fonds ancien à des entreprises privées et qui vont être propriétaires de ce fonds. Donc, est-ce que ça sera encore de la lecture publique? Et là, je m'adresse à Jérôme. C'est pas exactement ça. Sur Google et la bibliothèque de la Pardieu, de Lyon, plus exactement, deux types de fichiers sont créés après la numérisation. Un type dit O-sérisé qui permet une analyse de texte, une recherche plein texte, propriété de Google, ça oui. Et puis le fichier dit image, l'image du texte qui, elle, est donnée à la bibliothèque municipale de Lyon et qui est mise en ligne sur le site de la bibliothèque municipale de Lyon qui s'appelle Numélio. Voilà. Donc, c'est pas aussi blanc et noir. Voilà. Puis rappeler aussi quand même, parce que j'ai travaillé à la bibliothèque municipale de Lyon, que
ce projet-là, malheureusement, on n'aurait pas pu voir le jour sans un opérateur privé. Si ça avait dû être fait en interne, on aurait passé des décennies à faire ça. Donc il y a quand même aussi là, derrière, un projet qui permet une accessibilité plus grande à ce patrimoine qui finalement était resté caché. Donc, Alors, je vais vous poser la question, pourquoi, par exemple, les bibliothèques du Congrès ou les grosses bibliothèques américaines sont revenues sur leurs accords avec Google et se sont rendus compte que derrière des gens pleins de bonnes intentions, il y avait quand même une inquiétude du côté des gens qui valorisent, qui préservent le patrimoine écrit tel que vous êtes, tel que nous sommes aussi. Tout simplement parce que Google, ils avaient demandé à Google de numériser autre chose aussi que le patrimoine. Et Google a numérisé autre chose que le patrimoine et des livres sous droit. Et comme vous savez, ça crée un énorme problème. Et c'est encore en cours de négociation aux États-Unis puisque les actions judiciaires ne sont pas encore éteintes. Voilà. Et vous, Jérôme, vous êtes face à... Je reviens vraiment vers vous parce que pour vous poser cette question-là, vous êtes face à un univers tout à fait neuf, des nouveaux codes, vous m'arrêtez quand je dis une bêtise, des nouveaux codes, des nouvelles habitudes, une nouvelle façon de voir les choses. C'est vertigineux ou pas ? C'est vertigineux, c'est parfois un peu désespérant parce qu'on n'a pas toutes les clés. On sent bien qu'il y a une demande qui commence à émerger de la part des lecteurs. Et encore une fois, on est écartelé puisqu'on aime la librairie indépendante, on aime l'édition indépendante, mais on a cette masse-là qui arrive. C'est d'autant plus difficile, si vous voulez, que si on rentre dans les détails techniques, quand vous prêtez un livre papier dans une bibliothèque, eh bien, vous prêtez à un usager qui va vous le rendre, qui va le prêter, on va faire un deuxième prêt, etc., etc. Or, les offres jusqu'à présent qui s'organisent pour les bibliothèques, elles sont peu nombreuses, limitent les prêts de fichiers numériques ou les accès aux fichiers numériques. Donc c'est quand même une très grande différence. L'autre différence, si on continue sur ce thème-là, c'est par exemple quand vous avez emprunté un livre à la bibliothèque, vous pouvez très bien le passer pendant quelques jours à votre épouse ou à un ami. Ça, avec un fichier numérique, c'est extrêmement compliqué à faire. Alors, on a, nous, un gros travail d'identification à faire d'éditeurs qui sont nouvellement arrivés ou moins nouvellement arrivés et qui proposent justement des solutions aux bibliothèques sur leur catalogue qui est parfois restreint, des solutions aux bibliothèques qui s'adaptent à ce qu'on sait faire. Ça existe. Je pense qu'il faut saluer ici l'initiative de François Bon et de Publi.net qui s'est engagé à mettre à disposition un certain nombre de fichiers de son catalogue en disant aux bibliothèques, emparez-vous de ça, mais on vous mettra à disposition ces fichiers numériques si vous montez derrière un projet de médiation, un projet autour de la littérature. Et ça, c'est un point important aussi pour les bibliothèques, c'est-à-dire que si on offre comme ça, de manière très brute, des fichiers numériques, tout votre catalogue ou tout le catalogue de Publi.net, eh bien, on s'est aperçu dans les quelques bibliothèques qui ont fait l'expérience que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il faut monter à côté un projet pour faire découvrir cet univers-là, cet univers numérique. Nicolas, si je dis que vous avez créé une start-up, vous êtes d'accord ou pas ? Ah, complètement. On est une pure start-up. On a un pure player et une start-up. Est-ce que votre start-up, donc en tout cas votre société, vous pensez que vous avez appuyé sur le bon bouton ? C'est-à-dire que si on se revoit dans 10 ans, vous serez richissime ? Comment vous dire ? Faut l'espérer. On espère en tout cas que ce sera une société qui va créer des emplois, qui va grandir. En fait, vous êtes pionnier. Vous faites partie de ces gens qui ont vu. Vous êtes un peu visionnaire. Vous vous êtes dit, tiens, un jour, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais vous êtes levé, vous avez dit, c'est là qu'il faut aller. En fait, c'est un projet universitaire à l'origine et qui a abouti après un an de recherche, d'études du marché, au constat qu'il fallait créer du contenu spécialement pour ce type d'objet et qui nous a conduit à créer la société. Donc oui, on pense qu'on est sur la bonne voie, mais on voit que ça prend beaucoup plus de temps à se développer que ce qu'on avait espéré. Pourquoi en fait ? Nous on avait misé sur une croissance qui serait plus lente que la croissance aux États-Unis, mais pas aussi lente qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Donc ça prend du temps à se développer, mais bon, on sent que ça se développe, on sent qu'on intéresse
des sociétés d'investissement. Donc les sociétés d'investissement, c'est aussi des gens qui ont l'habitude d'avoir une très bonne vision des marchés. Et aujourd'hui, on crée des emplois. Et donc je pense que c'est aussi une bonne nouvelle de se dire que voilà des gens qui sont sur ces nouveaux marchés. Qu'on n'est pas que sur un marché qui détruit de la valeur, que c'est aussi un marché qui en crée. Non, je pose des questions agressives, mais c'est juste pour... Peut-être quand même, si vous permettez, une remarque sur les tablettes, parce qu'on sait que le taux d'équipement est en train d'augmenter de façon exponentielle, beaucoup de ventes par an, mais ce qu'on sait moins, et l'étude du motif à Paris l'a montré, c'est qu'en fait, sur les tablettes, on peut faire tout autre chose. On peut regarder des films, on peut jouer, on peut faire consulter ses mails, et l'activité de lecture proprement dite est la 7e ou la 8e activité qu'on fait à partir d'une tablette. Donc c'est aussi une question à se poser. C'est-à-dire que ces multi-activités et la lecture vient très en retrait par rapport aux autres activités. Oui, c'est environ 10% de l'usage des tablettes, selon l'étude du motif. Donc c'est très loin derrière le surf, la consultation d'emails, le visionnage de vidéos. Et puis ça pose aussi une problématique pour les libraires. C'est qu'ils sont dans un environnement totalement ouvert où la concurrence de biens de divertissement, si on parle par exemple de la fiction, les livres de fiction sont en concurrence directe avec les films, les applications, les jeux, etc., etc. Donc c'est un univers beaucoup plus concurrentiel, même si dans les magasins type Fnac, vous avez à côté du rayon livre un rayon jeux vidéo et un rayon DVD. Vous pensez que toutes les œuvres peuvent être, je parle littéraire, peuvent devenir interactives? C'est-à-dire que je vois très bien, je reçois plein de romans où on m'explique que, d'ailleurs ça marche pas si bien que ça, mais que si je vais à la page 32 et que là, je vais avoir un truc en plus, quelque chose d'interactif, ce qui se passe exactement sur la tablette. Mais est-ce que je peux le faire avec Balzac? Est-ce qu'on va s'amuser un jour ou avec George Sand, est-ce qu'on va s'amuser un jour à essayer d'apporter quelque chose en plus comme ça qui va peut-être dénaturer Je crois que c'est très compliqué et que surtout faut pas que ce soit systématique. Chaque œuvre, toutes les œuvres sont pas du tout adaptées à de l'enrichissement. Et quand on nous demande de travailler sur l'enrichissement d'une œuvre, c'est un vrai travail c'est un gros travail éditorial de réflexion pour justement pas dénaturer l'œuvre, mais plutôt pour apporter quelque chose de plus sans, je dirais, dénaturer l'acte de lecture. Je reprends l'exemple du travail qu'on a fait sur Max Gallo. Quand on a travaillé sur ce livre, on a eu une méthode très particulière. On a d'abord lu le livre dans son intégralité sans connaître le fond d'archives disponible. Courageux. Ouais, c'est des pavés, mais c'est des jolis livres. Et donc on a lu ce livre et puis on a essayé on a annoté ces livres en se disant ici j'aimerais bien voir ce dont l'auteur parle. On a essayé justement de faire un petit peu notre marché. Puis à partir de là, on allait voir dans les fonds d'archives si ces images qu'on aurait aimé voir existaient. Et il se trouve qu'on en a trouvé. Et après, il y a eu une question de montage. Quelle est la bonne durée d'une vidéo pour pas se retrouver dans un millefeuille multimédia, mais pour rester dans le texte et que la vidéo soit finalement un petit éclairage qui ne vienne pas perturber la lecture. Et on s'est rendu compte qu'il fallait des séquences très courtes, de 30 secondes à 1 minute maximum, pour pas perturber la lecture et que ça reste malgré tout une œuvre littéraire. Donc voilà, et ce travail, on l'a fait avec Bernard Fixot, qui s'est énormément investi dans ce travail pour que le placement des séquences soit le plus pertinent et apporte une réelle valeur au livre. Vous, Richard, quand vous écoutez ça, vous réagissez comment? Est-ce que... Je sais pas, j'étais en train de penser en vous écoutant à l'histoire du livre et à l'histoire de l'image dans le livre et comment elle est arrivée tout doucement, peu de temps, quelques décennies après Gutenberg, comment ça arrivait, les premiers livres imprimés avec des gravures. Et puis peu à peu, au début du 19e, les livres de pédagogie où on commence à mettre des images à destination de la jeunesse, et comment ce mouvement se développe au 19e et explose au 20e siècle avec les livres illustrés pour les adultes cette fois, plus du tout pour les enfants.
Et puis l'avènement du livre photographique, qui est quand même quelque chose d'important. Et puis aujourd'hui, ben voilà, des livres illustrés par de l'image en mouvement. Hein. Vous venez de parler de ça, avec des vidéos qui s'inséreraient dans du texte. Oui, c'est ça. Oui. L'image, je crois, a quand même toujours eu le primat sur le texte. Hein. Alors bon, on va pas rejouer la querelle des iconoclastes, mais voilà, on est aujourd'hui dans quelque chose. C'est un vaste mouvement qui vient de loin, hein. Donc ça laisse rêveur. Moi, je me pose la question de l'imaginaire, finalement. On est face à un roman, vous insérez des fonds d'archives en images, enfin, en vidéo. Je me demande si à un moment donné, ça restreint pas l'imaginaire. Ou... Deuxième question, est-ce que ça s'adresse pas finalement à un autre public, qui est un public populaire, qui n'a besoin finalement, enfin, ne souhaite que simplement lire une belle histoire, plus ou moins bien écrite. Et là, vous rajoutez des fonds d'archives. Est-ce que c'est pas un autre public que vous êtes en train de viser là ? Pour l'imaginaire, ça rejoint la question de Pierre tout à l'heure. Je pense effectivement que l'enrichissement, il n'est pas adapté à tous les livres, et il est très rarement adapté à de la fiction pour ces questions d'imaginaire, ou en tout cas, s'il y a un enrichissement sur de la fiction, il faut que ce soit fait de manière extrêmement fine pour laisser cette place à l'imaginaire, pour laisser une place très importante à l'imaginaire. Quand il s'agit de livres historiques, quand il s'agit de livres pratiques, pédagogiques, ludiques, etc., je pense que là, on apporte une autre dimension enfin, l'imaginaire, finalement, quand on vous parle de la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez vous faire une idée de ce que ça a été, mais c'est vrai que si on peut l'illustrer et montrer la réalité des choses, finalement, on apporte quelque chose à l'histoire. Là, il n'y a pas d'imaginaire à avoir. Donc non, je pense que c'est pas incompatible. En tout cas, ça doit pas être systématique et c'est pas adapté à tous les livres. Je me souviens d'un très grand moment, ça va être court, je vous rassure, dans ma vie. C'est le moment où j'ai fini mon premier livre sans images. Un matin, j'étais très content, j'étais très fier. Je suis allé à l'école, j'avais lu un livre sans images. Et donc, je me souviens très bien de ce que ça avait provoqué chez moi. Et aujourd'hui, en fait, est-ce qu'on va un jour pouvoir lire des livres, lire des livres sans images? Les enfants qui naissent aujourd'hui, Nicolas, je crois que vous avez deux petites filles de très bas âge. Est-ce que vous pensez que dans 20 ans, finalement, leur outil sera purement numérique? Non, je pense pas. Je pense que les deux vont cohabiter, et j'espère que les deux vont cohabiter. Mais simplement, je pense que des formes de livres où l'objet a finalement peu de valeur. Enfin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'on va aller vers des livres dont l'objet va monter en gamme. Le livre sera un objet peut-être plus beau, où la typographie aura sa réelle importance, même dans l'œuvre, dans la conception même qu'en aura été faite par l'auteur. Mais aujourd'hui, c'est assez peu le cas. Finalement, un auteur, on lui demande rarement son avis sur le choix typographique, sur la couverture, sur le nombre de pages, sur la grosseur des caractères. Voilà, si l'avènement du livre numérique permet justement un retour à des livres papier plus qualitatifs qui sont des œuvres en eux-mêmes, voilà, je pense que les deux cohabiteront, et j'espère bien que mes filles auront ce type de livre dans leur bibliothèque. Chez vous avez beaucoup de bouquins. Chez moi, j'ai plein de bouquins. Je me suis baladé tout à l'heure, j'en ai acheté 6 ou 7. Donc voilà, et je lis des livres numériques voilà, dans les transports, dans le train, et les deux sont vraiment pas incompatibles. Avez-vous des questions? Parce qu'on parle ensemble, là, mais si des personnes ont des questions dans la salle, évidemment, elles sont fort bienvenues. Alors, comme on ne voit rien, si quelqu'un lève le doigt, ça va être dur. Oui? C'est pas une question, mais c'est simplement le travail justement du livre numérique aujourd'hui dans les musées. Oui. Moi, je suis photographe, donc ça fait 20 ans que j'ai illustré comme ça des ouvrages en liaison avec les collections du musée. Et j'ai connu les années 90, on faisait des galeries d'exposition permanentes, remplies d'images, et où il n'y avait plus la place de l'objet. Et aujourd'hui,
je suis dans un autre petit musée où aujourd'hui il y a des problèmes aussi économiques, c'est-à-dire que un livre ça coûte cher pour un musée aujourd'hui, surtout quand on a des petits budgets, et on essaye d'aider l'auteur à se dire il y aura une édition papier mais on va l'enrichir, parce qu'ils ont beaucoup de produits sur un thème donné, et en fin de compte c'est trop cher à l'édition, ça peut même ennuyer le lecteur sur un thème d'histoire. Et souvent, je leur dis, à un moment donné, il faudra, toute cette partie-là, on la squeeze, mais le numérique est derrière. Mais c'est vrai que c'est très très difficile aujourd'hui au niveau des musées à faire passer encore l'idée qu'on peut concilier les deux. C'est sûr, même si aujourd'hui, nous, on est de plus en plus sollicités par les musées pour imaginer des ouvrages interactifs dans lesquels, finalement, un musée avec de la sculpture, par exemple. En faire un livre papier, c'est intéressant, mais vous perdez quand même beaucoup de choses. Vous avez une image de la sculpture, vous n'allez pas forcément pouvoir tourner autour de l'objet. Vous allez perdre une partie de l'expérience de la visite. Dans un livre multimédia, vous allez pouvoir tourner autour d'un objet, vous allez pouvoir continuer votre visite, donc vous allez pouvoir avoir une expérience qui va être assez proche de l'expérience dans le musée, donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour pouvoir, mettre à disposition finalement une expérience auquel tout le monde n'aurait pas accès, sauf en se rendant dans le musée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Il y a un micro qui se promène. Moi, j'ai à la fois une question et une remarque. En ce qui concerne la question, par rapport au format numérique, justement, est-ce qu'il y a une uniformité à ce jour par rapport aux outils ? Est-ce que tout ce qui existe en numérique... Non, il y a beaucoup de formats qui existent. Et en plus de ça, quand vous achetez un Kindle, vous êtes sur la plateforme Amazon avec un type de format donné. Quand vous achetez chez Apple, vous avez encore autre chose comme type de format. En revanche, il y a un format dit ouvert, on va considérer ça comme ça, qui s'appelle l'EPUB, et qui va certainement, à un moment donné, s'imposer, qui vous permet une lecture, alors pas sur toutes les machines, c'est ça l'enjeu aussi, mais sur une grande partie de machines, mais pas sur toutes. Donc ça, c'est une question aussi. Vous avez une association de professionnels qui s'appelle l'IDPF, qui est une association internationale qui est en train de normaliser, d'un point de vue technique, un format qui serait le format standard du livre numérique, qui s'appelle l'EPUB. Ce format, aujourd'hui, il en existe plusieurs types. Il en existe des formats enrichis, il en existe des formes simples. Et toute la complexité aujourd'hui, c'est que les constructeurs, les tablettes, ne prennent pas de manière harmonieuse en charge ce format. Certaines tablettes prennent en charge les formes les plus simples de format EPUB, d'autres prennent en charge les formats enrichis, d'autres le prennent même pas et prennent un format propriétaire comme le format Mobi, qui est le format propriétaire d'Amazon. Donc tout ça rend le paysage assez complexe, et c'est aussi une des raisons qui fait que c'est un secteur qui prend du temps à se développer. Il faut quand même souligner une initiative qui est en train de se mettre en place par l'État et tout un tas d'acteurs de la chaîne du livre. C'est le projet MO3T, qui est un projet qui va permettre qui va permettre un petit peu de régler ce problème de gestion de format et de droit, et qui permettra finalement à n'importe quel lecteur, quelle que soit sa tablette, d'acheter un livre dans n'importe quelle librairie et de le consulter sur sa tablette, quel que soit le format. Donc il y a des initiatives qui sont prises pour essayer de contrer un petit peu ces formats propriétaires imposés par les grandes sociétés type Amazon. Je crois que oui, le développement du numérique individuel, en prêt dans les bibliothèques, ne peut passer que par un format unique. Tout à fait. Un format unique, et puis ce type d'initiative qui permettra aussi le prêt, l'échange, ce genre d'usage auquel on est habitué
avec le livre imprimé et qui doit devenir naturel dans le secteur du livre numérique. Et puis ma remarque, elle était liée justement à la qualité de la lecture. Je crois, j'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps sur la qualité de la lecture des jeunes sur un format dématérialisé et un support dématérialisé. Et il se trouve qu'apparemment, c'est les liens qu'on peut faire avec l'image, le zapping d'un format écrit à un format image qui font perdre la qualité de la lecture du texte. Donc ça, je pense que c'est une réalité. Nos jeunes lisent peut-être plus mal quand ils zappent d'un support à un autre. Et en même temps, par rapport à ce que vous disiez, la question que vous posiez sur est-ce qu'un jour on pourra, tous les livres pourraient être amenés à être mis en lien avec de l'image. Moi, je pense que quand on voit le lien qu'il y a entre la littérature et le cinéma, ce que la littérature appelle en termes d'image, moi, je pense que oui, c'est peut-être pas nous, on connaîtra peut-être pas ça, nous, notre génération, mais nos enfants, vos enfants, je pense que oui, certainement. C'est ce qui rend ce secteur si passionnant, c'est cette incertitude aussi sur l'avenir. On arrive au terme de ce débat, si vous avez d'autres questions. J'avais une question sur le coût, alors qui va révéler l'étendue de mon ignorance en matière numérique, mais pour le lecteur, un lecteur qui veut lire, il peut payer une très modeste cotisation dans une bibliothèque et emprunter tout au cours de l'année un nombre de livres quasiment illimité, donc il va lire quasiment gratuitement, où il peut venir au village du livre et il achète des livres d'occasion. Un lecteur numérique, est-ce que la question du coût se pose dans les mêmes termes? Est-ce qu'il y a des possibilités de lire à bas prix? Est-ce que le lecteur, pour avoir accès aux livres numériques, doit être plus riche et plus aisé que le lecteur qui peut donc lire quasiment gratuitement sur un support papier? Déjà, le lecteur numérique, il faut qu'il s'achète une tablette, une liseuse, un ordinateur ou qu'il ait un smartphone. Ça, c'est la première chose. Donc, quand vous avez un livre papier, vous êtes seul face au livre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, faites l'expérience. Prenez un livre papier nouvellement sorti, regardez si vous trouvez le fichier numérique, alors où vous voulez, à la FNAC, de site, ce que vous voulez, et vous allez voir qu'il y a peu de différence de prix. C'est-à-dire que quelque chose que vous auriez acheté 22, 23 € en format papier, vous allez le payer 18, 19, 17 €. Bon. En revanche, il existe des éditeurs purement numériques qui, eux, font des efforts conséquents pour mettre à disposition des lecteurs des documents, des livres numériques à des coûts tout à fait bas. J'ai découvert la semaine dernière un pure player aussi dans le domaine du documentaire qui s'appelle Moyen Courrier, qui est basé à la Croix-Rousse à Lyon. Ils produisent ce qu'ils appellent des non-creative fiction, du documentaire relativement court. Eh bien, tous les titres sont entre 3 et 5 €. Voilà. Publi.net, ça varie, je crois, de 1 € quelque chose à 10 €. Donc, malheureusement, ce que moi il me semble constater, c'est que les éditeurs papier qui mettent à disposition des fichiers numériques, il n'y a pas d'effort conséquent qui est fait sur le prix. Il est quasiment le prix du fichier du livre papier. Alors que d'autres pure players sont sur des logiques un peu différentes, avec des coûts qui sont moindres pour le lecteur. Mais ils sont plus difficiles à identifier. Oui, la norme pour les grands éditeurs, c'est moins 20, moins 30% par rapport au prix du livre papier dans sa première édition, pas par rapport au prix du livre de poche. Donc un livre numérique d'une grande maison d'édition reste plus cher a priori qu'un livre de poche. Voilà, pour vous dire, nous en tant que pure player, alors on est sur du texte plus court, ce qui explique aussi qu'on a des textes plus bas, mais on propose des livres entre 1,99 € et 6,99 €. Et c'est d'autant plus aberrant pour les grands éditeurs qu'il faut quand même dire une chose, ça fait à peu près 25-30 ans que la chaîne de production est informatique et numérique. C'est-à-dire que les fichiers, grosso modo, alors je vais exagérer, mais ils les ont déjà sous forme numérique.
Donc il y a peu ou pas de travail supplémentaire pour eux qui justifie cette différence si faible de coût entre le fichier numérique et le livre papier que vous achetez en librairie. Voilà. Après, vous parliez de est-ce qu'on peut se constituer une bibliothèque quasiment gratuitement ? Il y a deux choses. Il y a effectivement, vous avez tout ce qui est libre de droit, qui est disponible en grande partie d'une manière payante via les éditeurs traditionnels, et puis de manière gratuite aussi. Vous allez pouvoir trouver tout un tas de livres libres de droit disponibles. Ils sont pas forcément, les fichiers sont pas forcément de bonne qualité, la mise en page sera pas forcément exceptionnelle, mais vous aurez le contenu. Après, évidemment, il y a le piratage, et ça existe. C'est un problème, ça, justement, cette histoire de qualité, non ? Et c'est un gros problème, mais de toute façon, la qualité sur le numérique, c'est un des problèmes majeurs. Beaucoup de gens pensent que livre numérique, ça veut dire livre de mauvaise qualité. Production numérique veut dire production de mauvaise qualité. Et c'est pour ça que nous, on se bat tous les jours pour produire des fichiers et puis des œuvres de la meilleure qualité qui soit, parce que il n'y a rien de pire que de développer un marché en proposant du contenu de qualité et en donnant cette image d'un marché qui est un sous-marché, finalement une sous-édition. Oui, tout simplement pour citer un projet ancien qui s'appelle le projet Gutenberg, qui est né il y a 41 ou 42 ans aux États-Unis, ou si vous êtes intéressé par la littérature mondiale classique, disons, et libre de droit, eh bien vous allez taper dans Google, si vous voulez, projet Gutenberg, et vous avez toute une bibliothèque à disposition de classiques de la littérature mondiale. Gratuitement, bien sûr, libre de droit, gratuitement. Bien, et vous oui, encore j'ai une petite question, excusez-moi. Bien sûr. Oui. Alors, Nicolas Duraca, je suis moi-même éditeur. Moi, j'édite des livres en carton, on les fait à la main. Forcément, vous imaginez bien que ma position est particulière par rapport à ça. Cependant, je crois, comme pour beaucoup de questions essentielles dans la société actuelle, c'est l'équilibre qui est certainement important. Et je pense que un petit peu des deux contentera probablement tout le monde. Mais il y a juste une crainte que j'ai, moi, c'est la question qu'on n'a pas abordée jusqu'à là, c'est celle du lien social. Parce que le livre, l'objet livre, est quand même un vecteur de lien social. La preuve, ce soir, on est là dans une salle tous ensemble, parce que c'est le livre qui nous rejoint, et on peut le faire. Imaginons que le livre numérique se développe plus. Est-ce qu'on viendra à des rencontres littéraires sur des forums, Internet, avec des webcams ou je ne sais quelle manière de faire? Et est-ce qu'on perdra par le livre numérique s'il devait s'imposer, même si je suis persuadé que c'est l'équilibre qui est important, mais s'il devait s'imposer, est-ce qu'on perdra cette question du lien social et du lien physique, de la rencontre avec le libraire, avec les gens avec qui on va discuter du bouquin qu'on a lu au café? Voilà. Est-ce que c'est pas une crainte que de discuter sur Facebook du dernier bouquin qu'on a lu? Voilà. C'est la question du lien social qui, moi, me semble importante, et j'aimerais avoir la réponse de vous trois. Moi, je pense qu'il va y en avoir encore plus de liens sociaux, pour plusieurs raisons. Moi, je viens de la musique à la base. Avant de faire ce métier, je travaille dans la musique, qui a subi une mutation énorme. Secteur pour lequel la musique numérisée est une vraie réalité, puisque ça représente aujourd'hui presque 30% du marché, donc c'est colossal. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de gens qui vont dans les concerts pour voir des artistes se produire live. Donc il n'y a jamais eu autant de liens sociaux que depuis que la musique elle est dématérialisée. Il y a simplement une chaîne de valeur qui s'est un petit peu déplacée au profit du spectacle vivant. Donc ça c'est le premier, enfin c'est mon avis, hein, mais je pense que le fait qu'il y ait peut-être moins de liens sociaux a priori, l'homme a besoin de ce type de lien social, et je pense qu'il se déplacera dans des lieux pour des conférences, pour des débats, pour des rencontres, pour des signatures, des dédicaces, etc. Il y a d'ailleurs une start-up qui s'appelle Les Dédicaces et qui est en train justement d'essayer de stimuler ce lien social avec les auteurs via une plateforme numérique. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des réseaux sociaux qui sont en train de se développer autour de la lecture. Vous avez aux États-Unis Goodreads, vous avez en France Babelio, Leapfly,
lecteur.com. Vous avez tout un tas de lieux comme ça, alors sur Internet, mais qui créent aussi du lien social entre des personnes qui vont pouvoir échanger sur des livres et qui se seraient peut-être jamais rencontrés, qui auraient peut-être, voilà, qui seraient restés dans leur coin. Et là, ils ont l'opportunité d'échanger sur des livres, de donner leur avis, de donner du conseil, etc., etc. Je pense que c'est plutôt une opportunité. Oui, une petite nuance par rapport à cet optimisme. Je pense que on est quand même très captif de toute cette nouveauté, de toutes ces possibilités qui se créent. Et en attendant, du point de vue, je dirais, économique, bon, c'est le monde du livre, il me semble, souffre pendant ce temps. Autour de ce village du livre, des librairies anciennes et d'occasion, je parlais de celle-là, ont disparu et on va se retrouver dans un désert en termes de lieux de rencontre. Oui, vous n'êtes pas si optimiste que vous le disiez tout à l'heure, du coup. Alors voilà, il reste les villages du livre, il reste des salons du livre, mais bon... Voilà, le phénomène qui happe quand même, qui nous happe tous, s'il dure longtemps, qui sera à même, qui aura les moyens de tenir des lieux vivants bon, on peut se poser la question, sinon du bénévolat, du militantisme, des actions. Mais bon, jusque-là, le livre en France et dans le monde a tenu grâce à des actions qui étaient quand même économiques et qui conjuguaient les deux. Donc bon, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Jérôme, c'est une vaste question, celle du lien social. Moi, j'ai plutôt tendance à penser, effectivement, vu les expériences citées, notamment celle de Babelio, que l'échange virtuel autour du livre numérique ou pas d'ailleurs, il est fort, il est conséquent. Et je dirais, pour nous bibliothécaires, c'est une fois qu'on aura fait ces offres numériques, je pense que c'est aussi à nous de montrer qu'il y a aussi du lien à réinventer. Donc, je pense que l'avenir n'est pas joué et je perçois dans votre question quelque chose d'un peu, comment dire, pessimiste, mais je ne partage pas ça. Oui, mais je vous parle de lien social. Et vous me parlez de virtualité. Oui, attention, c'est pas du tout la même chose. Oui, mais est-ce que le lien social virtuel n'est pas un lien social? C'est peut-être autre chose que la rencontre physique. Enfin, replaçons-nous dans un monde où il n'y a que du livre papier. Le lien social autour du livre papier, c'est quand même quelque chose qui était développé, mais pas tant que ça, finalement, et correspondant à un public un peu particulier, de grands lecteurs, me semble-t-il, essentiellement. Donc voilà, je m'interroge. Bon, on connaît le thème du débat de l'année prochaine pour Alterna Livre. Merci beaucoup d'être venus. Merci à nos 3 intervenants. Et bonne soirée.